Commençons ce magazine par l'actualité fiscale. L'option pour un régime réel en 2017 peut résulter de la seule transmission de la déclaration de résultat. La loi de finances pour 2018 a relevé les seuils d'application des régimes micro-BIC et micro-BNC à compter de l'imposition des revenus de 2017. Compte tenu de la date d'entrée en vigueur de cette mesure, le texte légal prévoit que les entreprises industrielles et commerciales, qui est relevé de plein droit d'un régime réel d'imposition au titre de l'imposition des revenus de 2017 selon les règles antérieures et qui souhaitent conserver le bénéfice du régime réel, peuvent exceptionnellement exercer leur option dans le délai de dépôt de la déclaration numéro 2031 SD, soit au plus tard le 3 mai 2018. Dans un récent communiqué publié sur son site internet, l'administration admet, à titre de simplification, que le simple dépôt de la déclaration de résultat de 2017, numéro 2031 SD, vaut option pour un tel régime. La même mesure est prévue pour les entreprises non commerciales. Toutefois, l'option pour la déclaration contrôlée peut déjà résulter de la simple transmission de la déclaration numéro 2035 SD. Par ailleurs, aucune option n'est exigée pour les entreprises industrielles et commerciales ou non commerciales qui souhaitent relever du régime micro dès 2017 et changer ainsi de régime d'imposition, même si l'administration les invite à informer le service gestionnaire de ce changement. Loueur en meublé professionnel. Vous savez que d'après le Code général des impôts, la qualité de loueur professionnel est reconnue aux personnes qui remplissent les 3 conditions suivantes cumulatives. L'un des membres de leur foyer fiscal est inscrit en cette qualité au registre du commerce et des sociétés. Les recettes annuelles tirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal sont supérieures à 23 000 euros. Et ces recettes excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu. Sont considérées comme non professionnelles les personnes qui ne respectent pas l'une de ces 3 conditions. Cela étant rappelé, une grande nouveauté est à connaître. Le Conseil constitutionnel vient en effet de déclarer contraire à la Constitution la condition qui subordonne la qualification de loueur en meublé professionnel à l'inscription d'un des membres du foyer fiscal au registre du commerce et des sociétés. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet le 8 février 2018 et elle est invocable dans toutes les instances non jugées définitivement. Régime des locations meublées doit être regardé comme exerçant une activité de loueur en meublé et non une activité de louage de services, le propriétaire d'un gîte de tourisme qui le donne régulièrement en location, dès lors qu'il ne propose aucune prestation de petit déjeuner, de nettoyage régulier des locaux et de renouvellement du linge de maison au cours du séjour des locataires. Par suite, ce contribuable ne peut utilement soutenir que les déficits provenant de cette activité, qui n'est pas exercée en qualité de loueur professionnel, peuvent être imputés sur son revenu global au titre des années concernées. Caractère normal des rémunérations. Pour la Cour de Nantes, l'administration n'apporte pas la preuve que la rémunération d'un dirigeant est excessive dans les circonstances suivantes, et cette décision est à retenir. Dans une société, la rémunération d'un dirigeant semblait effectivement élevée. Elle représentait près du quart du chiffre d'affaires, entre 100 et 120% du résultat d'exploitation et 70 puis 165% l'année suivante de la masse salariale de la société. L'administration, pour démontrer que cette rémunération était excessive, s'est référée à des comparaisons avec d'autres entreprises dont les rémunérations aux dirigeants et les taux de marge étaient inférieurs. Oui, et la Cour de Nantes a donc retoqué l'administration.
Elle a d'abord écarté les références aux données internes de l'entreprise, jugées insuffisantes à elles seules pour justifier du caractère excessif de la rémunération, compte tenu d'une part du rôle prépondérant du contribuable qui assumait seul les fonctions de direction administrative, financière et commerciale de la société, et d'autre part de la forte progression du chiffre d'affaires de l'entreprise, 185% sur 4 ans, et de son savoir-faire unique. Les données externes retenues par l'administration ont été également écartées car non jugées comparables, en raison notamment du critère relatif au taux de marge. Ainsi, faute d'éléments de comparaison pertinents permettant d'apprécier le niveau normal de la rémunération, la Cour a jugé que la remise en cause de la déduction d'une fraction de cette rémunération n'était pas justifiée. Notez aussi que la rectification notifiée aux dirigeants en matière de revenus de capitaux mobiliers a été corrélativement annulée. Titre de participation et conditions de détention de 5% du capital. À compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2017, le régime d'exonération des plus-values à long terme sur titre de participation s'applique aux titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, à la condition qu'ils représentent au moins 5% des droits de vote de la société émettrice. À ce sujet, le Conseil d'État estime que la condition de détention d'au moins 5% du capital s'apprécie à la date du fait générateur de l'imposition, c'est-à-dire s'agissant d'une plus-value de cession, à la date de la cession et non de manière continue sur une période de 2 ans. Réflexion autour du prélèvement à la source. Les entreprises à l'IR doivent-elles opter pour l'IS ? Le passage au prélèvement à la source s'accompagne pour l'impôt sur les revenus de 2018 du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement. À l'heure où beaucoup de sociétés peuvent encore opter pour l'IS, les avantages et inconvénients des deux modes d'imposition doivent être précisément évalués. L'impôt sur les sociétés apparaît comme un choix de gestion fiscale souvent pertinent. Il existe tout d'abord l'écart de taux entre les deux systèmes d'imposition, qui peut s'avérer tout à fait significatif. Il a d'ailleurs été encore accentué par la dernière loi de finances. Celle-ci a réduit le taux de l'IS à 25% à horizon 2022, tout en augmentant celui de la CSG de 1,7%. À terme, la différence pourra ainsi dépasser les 40 points pour certains revenus, 25% d'IS contre 66,2%, soit 45% d'impôt sur le revenu, majoré de 17,2% de prélèvements sociaux et de 4% de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus. L'impôt sur les sociétés peut aussi offrir des règles d'assiette plus favorables que l'impôt sur le revenu, comme la possibilité de déduire les amortissements ou les provisions, à la différence notable, par exemple, des revenus fonciers. En diminuant les revenus personnels du contribuable, il améliore également sa situation au regard du plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière, IFI, sous réserve toutefois de la règle anti-abus. Enfin, ces avantages ne se limitent pas uniquement à la sphère fiscale. Le recours à une entité relevant de l'impôt sur les sociétés peut aussi permettre de réduire l'assiette des cotisations sociales du dirigeant ou de l'indépendant en la faisant passer de la totalité du bénéfice de l'entreprise à la seule rémunération qui lui est effectivement allouée. Cela dit, la décision de basculer à l'impôt sur les sociétés n'est pas exempte de contraintes, d'autant que s'ajoute cette année une question particulière. Est-il judicieux de choisir l'IS en 2018 alors qu'il s'agit d'une année, au moins partiellement blanche, en matière d'IR ? En effet, à titre de mesure d'accompagnement du passage au prélèvement à la source au 1er janvier 2019, le législateur a prévu un mécanisme original pour éviter une double contribution à l'impôt des particuliers l'année prochaine,
à raison de leurs revenus de 2018 et de 2019. Il consiste en l'octroi d'un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, le CIMR, égal au montant de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, CSG et assimilés, frappant leurs revenus courants de 2018, relevant de l'assiette du futur prélèvement, c'est-à-dire les traitements et salaires, pensions, rentes, revenus des dirigeants, revenus fonciers et revenus des indépendants. Dès lors, seuls demeureront, le cas échéant, à la charge du contribuable, au titre de ses revenus de 2018, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux frappant ces revenus placés hors du champ du prélèvement à la source, principalement les revenus mobiliers et les plus-values, ainsi que ses revenus exceptionnels et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Sous ces réserves, il faut bien reconnaître que 2018 sera une véritable année blanche pour de nombreux contribuables. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur a adopté certaines mesures destinées à empêcher des comportements d'optimisation tendant à majorer artificiellement les revenus de 2018, ouvrant droit au CIMR. Citons notamment le plafonnement du montant du résultat des indépendants, donnant droit au CIMR, au montant le plus faible entre leur bénéfice de 2018 et leur bénéfice le plus élevé des années 2015, 2016 et 2017, avant prise en compte le cas échéant de l'abattement pour les entreprises nouvelles. Si le bénéfice fiscal 2019 est supérieur à l'un de ces deux plafonds, un CIMR complémentaire est toutefois accordé. Dans ces conditions, le choix d'un assujettissement à l'impôt sur les sociétés en 2018 pourrait bien souvent s'avérer contre-indiqué, puisqu'il conduira à soumettre à l'impôt des revenus ou des bénéfices qui avaient vocation à y échapper grâce au CIMR. Aussi, une attention toute particulière devra être portée à la pertinence de certaines décisions qui seraient prises cette année. Car il faut signaler que se placer sous le régime de l'impôt sur les sociétés en 2018 peut être pertinent pour les revenus exclus du CIMR, qu'il s'agisse par exemple des revenus hors du champ du prélèvement à la source ou des revenus exceptionnels. Ainsi, un apport de titre à une holding relevant de l'IS peut être envisagé en vue d'organiser la remontée de dividendes dans le régime mère-filiale ou la réalisation de plus-values de cession de titres, avec notamment les opérations d'apport-cession. De plus, le recours à des entités soumises à l'IS sera parfois utile dans la gestion des déficits utilisés ou constatés au titre de l'année de transition. Bien entendu, des choix aussi structurants, impliquant un passage de certaines activités à l'IS, ne pourront être envisagés en pratique que s'ils s'inscrivent dans une véritable stratégie de réorganisation à long terme et si, de ce point de vue, les enjeux le justifient. Remboursement de l'excédent d'acompte d'IS. L'excédent versé lors du paiement des acomptes d'IS constitue une créance sur l'État dont la demande de restitution doit être présentée devant le juge de plein contentieux dans le délai de prescription quadriennal. Plus-value sur titre des particuliers. Pour le calcul des plus ou moins values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, le prix de cession est diminué des frais et taxes acquittés par le cédant. Selon le Conseil d'État, il résulte de ces dispositions que les plus-values sur titre sont déterminées après déduction des frais et taxes qui sont inhérents à la cession. Dès lors, et c'est important, les frais exposés par le cédant dans le cadre des procédures arbitrales et judiciaires visant à arrêter définitivement la valeur des titres cédés sont déductibles de la plus-value imposable, même si ces frais ont été exposés après le transfert de propriété des titres. Immobilier.
Exonération de la plus-value réalisée à la cession de la résidence principale. Les plus-values réalisées lors de la cession d'un bien immobilier sont exonérées d'impôt sur le revenu lorsque ce bien constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession. Lorsqu'une vente est assortie d'une condition suspensive, quelle est la date à laquelle il faut se placer pour apprécier si l'immeuble est affecté à l'habitation principale ? Eh bien, pour le Conseil d'État, c'est à la date de la réalisation de la condition et non à celle de la signature du compromis, puisque, en cas de vente sous condition suspensive, la cession est considérée comme effective au jour de la réalisation de cette condition. En l'espèce, le compromis subordonnait le transfert de propriété au paiement par l'acquéreur, au plus tard au moment de la signature de l'acte authentique de vente, de frais de réalisation de travaux et de l'intégralité du prix comptant. Les cédants n'apportant pas la preuve de l'affectation du bien à l'habitation principale à la date de réalisation de ces conditions, l'exonération de la plus-value a été refusée. IFI et démembrement de propriété. En cas de démembrement de propriété, la règle de base pour l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, énonce que les biens imposables grevés d'un usufruit sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Ainsi, lorsque la constitution de l'usufruit ne résulte pas de la volonté du législateur, mais d'une convention, d'une donation ou d'un testament, l'imposition pèse entièrement sur l'usufruitier. Cependant, diverses exceptions conduisent à inclure les biens dans les patrimoines respectifs du nu propriétaire et de l'usufruitier, dans les proportions fixées par la loi selon l'âge de l'usufruitier. En particulier, lorsque le démembrement résulte de l'application de la loi, l'imposition est répartie entre l'usufruitier et le nu propriétaire à proportion de la valeur respective de l'usufruit et de la nue propriété, définie par la loi en fonction de l'âge de l'usufruitier. On notera que la constitution d'un usufruit, en application de l'article 757 du Code civil, c'est-à-dire l'usufruit légal du conjoint survivant, conduit désormais à une imposition répartie entre le nu propriétaire et l'usufruitier, et c'est une règle contraire à celle qui prévalait jusqu'alors en matière d'ISF. Le législateur avait prévu de n'appliquer la règle nouvelle qu'au démembrement opéré à compter du 1er janvier 2018, mais le Conseil constitutionnel a décidé de rendre la règle applicable, quelle que soit la date de constitution du démembrement. IFI et pacte Dutreil-ISF. Avec la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune et son remplacement par l'impôt sur la fortune immobilière, qui, comme son nom l'indique, ne frappe que la valeur des biens immobiliers, le pacte Dutreil-ISF a également été abrogé. Les titres des sociétés non immobilières n'étant désormais plus soumis à l'impôt sur la fortune, le dispositif Dutreil-ISF n'a de prime abord plus de raison d'être. Reste néanmoins une question depuis le 1er janvier 2018. Les contribuables sont-ils dispensés de conserver les titres objets d'engagement de conservation d'une durée totale de 6 ans en cours à cette date pour éviter la remise en cause d'exonération d'ISF précédemment obtenue ? La loi votée et les travaux parlementaires n'apportent pas de réponse claire à ce sujet. Dans le doute, on ne saurait que trop recommander aux contribuables concernés de poursuivre jusqu'à leur terme les engagements de conservation en cours. Succession, libéralité. Les sommes versées au titre de l'obligation alimentaire ne sont pas rapportables à la succession. Voici une illustration de ce principe. Une mère a aidé financièrement sa fille divorcée et sans emploi à proportion de 10% de ses revenus pendant 18 ans, sans atteinte à son capital. Elle a fait figurer toutes les sommes versées dans ses déclarations fiscales.
Dans une telle situation, la Cour de cassation estime que cette mère n'a fait que respecter son obligation alimentaire envers sa fille. Comme cela ne traduit aucune intention libérale de sa part, les sommes versées, plus de 600 000 € en l'espèce, ne peuvent être qualifiées de donations rapportables à la succession de la mère. Actualité juridique du mois, pacte d'actionnaires. Le pacte d'actionnaires, applicable tant que certains signataires demeurent actionnaires de la société, n'est pas affecté d'un terme. Conclu dès lors pour une durée indéterminée, il est résiliable à tout moment par l'un des signataires. Abus de minorité. Un rappel. En cas de désaccord sur la désignation du représentant des indivisaires à une assemblée générale, celui-ci est nommé par le président du tribunal de commerce à la demande du copropriétaire le plus diligent. Pour la Cour de cassation, dans une situation avec un tel désaccord, quand bien même le refus de désigner le représentant d'une indivision à l'assemblée d'une SCI constituerait un abus de minorité, un tel abus ne permet pas d'adopter une décision collective en passant outre les règles de majorité prévues par les statuts. En effet, les associés étant parties au contrat de société, les statuts s'imposent à eux et l'existence d'un abus de minorité ne saurait justifier la violation d'une disposition statutaire. Associés et dette sociale. La décision de justice irrévocable condamnant une société en non collectif au remboursement d'un prêt établit l'existence d'une dette sociale que les associés de la SNC sont tenus d'acquitter au titre de leur obligation indéfinie et solidaire aux dettes sociales. Notez que cette solution est transposable à tous les associés répondant indéfiniment du paiement des dettes sociales, comme les associés de sociétés civiles professionnelles et les membres des groupements d'intérêt économique. Engagement non respecté. Un investisseur appelé à entrer dans le capital d'une société en difficulté s'engage irrévocablement, par un protocole d'investissement conclu avec la société, à financer l'exploitation de celle-ci à hauteur de 10 millions € sur 3 ans, au moyen d'avances en compte courant d'associés, des appels de fonds devant être adressés périodiquement à l'investisseur en fonction des besoins de financement de la société. 7 mois plus tard, la société déclare la cessation de ses paiements avec un passif de 5 millions € et elle est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire agit en responsabilité contre l'investisseur devenu associé, auquel il reproche de ne pas avoir respecté son engagement. La Cour d'appel de Paris a considéré que ce reproche était fondé. En effet, malgré les relances répétées de la société pendant les 7 mois qui ont suivi la conclusion du protocole, le financement de l'exploitation n'a pas été assuré. Seul un montant de l'ordre de 500 000 € a été apporté par l'investisseur, notamment afin de faire face aux charges salariales, mais ce montant n'était pas à la hauteur de son engagement irrévocable. L'investisseur a donc été condamné à indemniser la société du préjudice résultant de l'inexécution de son engagement. Ce préjudice qui consistait pour la société dans la perte de chance d'éviter l'aggravation de son passif depuis la conclusion du protocole, plus de 4 millions € selon le liquidateur judiciaire, a été évalué à 600 000 €. Clause pénale pouvant être réduite par le juge. Une société conclut pour 2 ans un contrat de recherche d'économie de charges en matière d'assurance, de frais bancaires et de coûts sociaux avec un prestataire spécialisé dont les honoraires sont fixés à 50% des économies obtenues pendant une période de 24 mois. Au terme du contrat,
Si la société cliente ne communique pas les documents et informations nécessaires au prestataire pour facturer ses honoraires, il sera dû à celui-ci une rémunération à titre forfaitaire égale à la moitié des économies prévisionnelles sur les 24 mois. La société résilie le contrat avant son terme et le prestataire demande l'application de la clause prévue. La Cour d'appel de Versailles, ayant limité à 50 000 € les sommes dues à ce titre, le prestataire soutient que cette clause fixe sa rémunération et ne constitue pas une clause pénale susceptible d'être réduite par le juge et que, en tout état de cause, elle n'est pas manifestement excessive. La Cour de cassation a écarté ces arguments et confirmé la décision de la Cour d'appel. D'une part, la clause invoquée s'analysait en une clause pénale dès lors qu'elle entendait assurer l'exécution même du contrat par son caractère comminatoire et le paiement d'une somme forfaitaire parfaitement déterminable. Ensuite, le montant des économies réalisées par la société à la suite des recommandations du prestataire était très limité, voire nul, par rapport aux espérances de départ évaluées à plusieurs centaines de milliers d'euros. Le préjudice subi par le prestataire, qui s'établissait à proportion de ses honoraires représentant la moitié des économies réalisées, était donc faible au regard du montant fixé par la clause pénale. La Cour d'appel avait donc pu retenir que ce montant était manifestement excessif et le réduire comme elle l'avait fait. Information de la banque sur des placements mobiliers. Une banque de détail propose à un de ses clients d'acheter les actions d'une banque d'investissement mise sur le marché dans le cadre d'une offre publique à prix ouvert, les deux banques faisant partie du même groupe. Par la suite, les actions ayant perdu de leur valeur, le client reproche à la banque de détail d'avoir manqué à son obligation de l'informer sur les risques de perte et lui demande des dommages-intérêts. La Cour d'appel lui donne raison en retenant qu'il a certes pris connaissance avant l'achat des actions d'une note d'opération contenant les facteurs de risque liés à ces actions, mais que cette note de 90 pages n'était pas adaptée à l'expérience et à la compréhension du consommateur moyen qu'il est. Et cet arrêt d'appel a été censuré par la Cour de cassation. Celle-ci a estimé au contraire que la banque a délivré à son client une information appropriée sur le risque de perte attaché à la souscription des actions. Le client possédait un compte-titre qu'il gérait lui-même depuis plus de 20 ans dans cette banque et grâce auquel il avait constaté que le prix des actions était susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse. La note d'information mentionnait tous les facteurs de risque, précisant que le cours des actions pourrait être très volatile. De ces deux éléments, connaissance du client et teneur de l'information, la Cour a déduit que la banque avait délivré à son client une information appropriée sur le risque de perte attaché aux actions. Responsabilité de la banque en cas d'ordre d'achat incohérent. Le client d'une banque a conclu une convention de tenue de compte d'espèces et d'instruments financiers par laquelle la banque s'est engagée à mettre en garde son client lorsque celui-ci passe un ordre en bourse. Par la suite, ce client transmet à la banque un ordre d'achat d'obligations composé par Internet pour plus de 350 000 €, sans proportion avec ses capitaux disponibles, 5 000 €. La banque lui ayant demandé de régler le montant de cet ordre, le client lui reproche de ne pas l'avoir mis en garde contre cette opération, réalisée selon lui par erreur. La responsabilité de la banque a été retenue pour manquement à son obligation contractuelle de mise en garde. Et elle a été condamnée à verser au client 5 000 € en réparation du préjudice moral lié à une dépression nerveuse que ce manquement lui avait causé. En effet, il avait dû suivre un traitement médicamenteux afin de lutter contre sa dépression, son stress et ses insomnies face à la pression que la banque lui avait fait subir en vue de régulariser la position débitrice de son compte.
Condition de l'admission définitive des créances fiscales ou de cotisations sociales au passif. Est soumise à un régime particulier l'admission au passif d'un débiteur en procédure collective des créances du Trésor public et celles des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, ainsi que celles recouvrées par les organismes de garantie de paiement des salaires. Ces créances sont admises à titre provisionnel lorsqu'elles n'ont pas encore fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration. Leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai fixé par le tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances du débiteur, sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours. Par 2 arrêts destinés à une large diffusion, la Cour de cassation vient d'apporter 2 précisions sur cette date butoir. D'abord, il n'y a pas d'informations personnelles sur le délai à communiquer au fisc et aux organismes sociaux. Ce délai est fixé par le jugement ouvrant la procédure collective. En fait, la publication de ce jugement suffit à l'indiquer au créancier public. Ensuite, le délai de déclaration définitive de la créance fiscale n'est prolongé que dans le seul cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt. Droit personnel du créancier de poursuivre le débiteur après clôture de la liquidation judiciaire. La clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf pour les créances qui portent sur des droits attachés à la personne du créancier, par exemple un préjudice physique, moral ou professionnel. Une illustration. Un entrepreneur individuel achète sa résidence principale grâce à un prêt bancaire et il fait publier une déclaration notariée d'insaisissabilité de cette résidence. Ensuite, il est l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui est clôturée quelques années plus tard pour insuffisance d'actifs. La banque qui a financé l'achat de la résidence et dont la créance avait été admise au passif de la procédure demande alors au tribunal de l'autoriser à reprendre ses poursuites sur la résidence de l'entrepreneur. Demande refusée. Selon la Cour de cassation, cette créance ne porte pas sur les droits attachés à la personne du créancier. Il s'agit en effet de la saisie d'un immeuble objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable. Bail d'habitation et dépôt de garantie. À la fin d'un bail, l'état des lieux contradictoire révèle un jaunissement des murs de l'appartement inexistant à l'entrée du locataire. Le bailleur retient alors l'intégralité du dépôt de garantie, ce que conteste le locataire qui la signe en restitution. La juridiction de proximité rejette la demande du locataire. Mais son jugement est cassé car le locataire n'est tenu qu'aux réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations intervenues pendant la location. Et en l'espèce, le fait que le jaunissement des peintures soit imputable à un usage anormal par le locataire de la chose louée n'était pas rapporté par le bailleur. Bail commercial à usage exclusif de bureau. Le loyer du bail renouvelé des locaux à usage exclusif de bureau échappe à la règle du plafonnement du loyer. Mais attention, ne sont pas à usage exclusif de bureau les locaux loués à usage de location de bureau et de domiciliation d'entreprise avec des salles de réunion, car ils sont destinés à recevoir de la clientèle. Le déplafonnement des loyers n'est donc pas possible à l'expiration du bail. Clause résolutoire d'un bail commercial. Afin d'obtenir le paiement d'un arriéré de loyer et de charges, un bailleur de locaux commerciaux adresse au locataire, par lettre recommandée AR, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Le commandement étant resté infructueux, le bailleur demande au juge de constater la résiliation du bail. Les juges d'appel ont fait droit à cette demande, jugeant qu'une lettre recommandée valant sommation de payer remplit les conditions légales lorsqu'il en résulte une interpellation suffisante du débiteur. Décision censurée par la Cour de cassation, qui se prononce pour la première fois expressément sur cette question. La mise en œuvre d'une clause de résiliation de plein droit d'un bail commercial ne peut résulter que d'un acte extrajudiciaire. Abordons maintenant l'actualité sociale du mois. Don de jours de repos. Désormais, un salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à toute ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un collègue qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une gravité particulière ou présentant un handicap. Le don vise tous les types de jours de repos, jours de RTT, journées offertes par l'entreprise, jours de récupération, congés payés, etc. Cependant, s'agissant de congés payés annuels, le salarié ne pourra renoncer qu'aux jours au-delà du 24e jour ouvrable. Sont concernés les employés du secteur privé, comme les agents publics, civils et militaires. Le salarié bénéficiaire du don verra sa rémunération maintenue pendant sa période d'absence, qui sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits, et il conservera le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence. Ce nouveau dispositif est donc calqué sur celui déjà ouvert au bénéfice des parents d'un enfant gravement malade. Il vient s'ajouter au dispositif existant de congé de proche aidant qui n'est pas rémunéré, c'est à préciser. Embauche systématique de CDD. Tout employeur est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congé maladie ou maternité, à congé payé ou repos que leur accorde la loi. Dans ce contexte, on ne peut reprocher à un employeur de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, pour remplacer les salariés absents. Pour la Cour de cassation, cela ne saurait suffire à caractériser un recours systématique au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'œuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Retenez donc que la succession de CDD avec un salarié pour remplacer des salariés absents n'est pas en soi illégale. Obligation de confidentialité. Le salarié ne doit pas divulguer d'informations confidentielles dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur de l'entreprise. Voici une illustration de ce principe. Dans une entreprise, le responsable administratif avait divulgué le montant des salaires de certains salariés auprès d'autres collègues. Pour la Cour de cassation, les juges d'appel ont eu raison de retenir que ces faits constituaient une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, compte tenu des fonctions exercées par le salarié fautif et au vu des conséquences potentielles de la révélation de salaire auprès d'autres salariés. Cette divulgation était en effet susceptible d'entraîner notamment des conflits entre salariés, des litiges en matière d'égalité salariale ou des revendications collectives. Compte Facebook d'un salarié. Un employeur, à la recherche d'éléments de preuve pour se défendre dans le cadre d'un procès prud'homal, avait, par constat d'huissier, extrait des informations du compte Facebook du salarié parti au litige à partir du téléphone portable professionnel d'un autre salarié autorisé à consulter les publications de ce compte. Les juges du fond ont déclaré ces éléments irrecevables en raison de l'atteinte portée à la vie privée du salarié. Mais l'employeur,
au soutien de son pourvoi en cassation, faisait valoir notamment que l'utilisation du téléphone portable professionnel étant présumée professionnelle, l'employeur pouvait légitimement consulter les informations contenues dans celui-ci et les utiliser pour assurer sa défense dans le cadre du litige prud'homal l'opposant au salarié. La Cour de cassation a rejeté cet argument. En effet, l'accès aux informations litigieuses était réservé aux personnes autorisées, ce que n'était pas l'employeur. La Cour d'appel a donc pu en déduire que ce dernier ne pouvait pas y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée du salarié, peu important qu'elles aient été obtenues par constat d'huissier à partir d'un téléphone portable professionnel. Lettre de licenciement non distribuée. Le licenciement disciplinaire notifié à l'adresse exacte du domicile du salarié dans le délai légal d'1 mois est valable et il importe peu que la lettre le notifiant ait été retournée à l'employeur avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Autrement dit, la non-distribution par la poste de la lettre de licenciement ne rend pas la rupture abusive. Rupture conventionnelle, 2 précisions à connaître. L'envoi d'une demande d'homologation d'une convention de rupture après le délai de rétractation est une formalité substantielle dont le non-respect entraîne l'annulation de la convention. En conséquence, il ne faut surtout pas envoyer la demande d'homologation avant la fin du délai de rétractation, car est nul et de nul effet la rupture conventionnelle, même implicitement homologuée, dès lors que la demande d'homologation a été adressée à la directe avant l'expiration du délai de rétractation. Une telle convention de rupture doit alors être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Quant à la fin du délai de rétractation, elle s'apprécie à la date d'envoi de la lettre de rétractation. En conséquence, une partie à la convention exerce valablement son droit de rétractation en adressant dans le délai de 15 jours une lettre de rétractation, peu important la date de réception de celle-ci. Dissimulation d'emploi. Le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, dès lors que, sous le couvert de prétendus contrats de sous-traitance, une société a sciemment employé des travailleurs dans des conditions les plaçant à son égard dans un lien de subordination juridique permanente, sans procéder aux formalités de déclaration préalable à l'embauche et de remise d'un bulletin de paye. Pour caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les travailleurs polonais et l'employeur, ce dernier soutenant qu'ils étaient des travailleurs indépendants assujettis aux organismes de sécurité sociale de Pologne, les juges du fond ont retenu que les travailleurs avaient travaillé exclusivement pour la société concernée. Ils fournissaient un travail de maçon identique à celui des maçons salariés de la société, limité à un travail de maçonnerie de base, sans spécificité ni plus-value. Leur travail était sous la surveillance des chefs de chantier de la société et ils obéissaient à leurs directives sans disposer de leur propre matériel, hormis le petit matériel comme il est d'usage dans le bâtiment. Et les devis étaient établis à partir des prix fixés par la société en référence au taux horaire de la grille des salaires conventionnels dans le bâtiment. Reçu pour solde de tout compte. Le reçu pour solde de tout compte n'a un effet libératoire que pour les sommes qu'il mentionne, mais pas pour les sommes figurant dans un document annexe auquel il renvoie. Dès lors, le reçu pour solde de tout compte, qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées à un bulletin de paie annexé, n'a pas d'effet libératoire. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention
et vous donnons rendez-vous en avril prochain. À bientôt!